C'est un plaisir de pouvoir vous présenter un peu des généralités sur l'altitude. On m'a demandé un peu de survoler ce que pouvait être l'altitude et les différentes méthodes. Et comme on va le voir, la présentation que je vous fais maintenant, il y a 10 ans, elle était tout simplement inimaginable. Premièrement parce qu'il n'y aurait pas eu de chambre hypoxique à Marcoussis, pas plus qu'à Roland-Garros. Et deuxièmement, parce que c'était uniquement à l'époque destiné, l'altitude était uniquement destinée aux sportifs d'endurance, ce qui n'est plus le cas. Donc on va essayer de faire un petit historique de ce qui a pu se passer au cours de ces dernières années. Donc on va définir ce qu'est l'hypoxie, on va revenir sur les origines de l'entraînement en altitude chez les sportifs d'endurance, on verra un peu les nouveautés pour ce qui est des sports intermittents, et puis ensuite on réfléchira sur des méthodes alternatives et puis des questionnements par rapport à la périodisation. Donc l'altitude, il faut le savoir, c'est une donnée purement géographique, avec un référentiel qui est le niveau de la mer. Si l'on prend le cas de l'Everest, 8848 mètres, le toit du monde, il faut savoir que c'est uniquement par rapport à ce niveau de la mer. Et que la montagne la plus haute, entre le point le plus bas et le sommet de la montagne, serait un volcan à Hawaï, puisqu'un volcan qui culmine à 4000 et quelques mètres, mais dont le pied est à 11 000 mètres sous les océans. Donc c'est une donnée géographique et l'altitude n'a rien à voir, l'altitude terrestre n'a finalement rien à voir avec cette notion d'altitude physiologique ou d'hypoxie. Dans le domaine du sport, on va essentiellement travailler sur l'altitude modérée, l'altitude moyenne et l'altitude élevée. Donc entre 800 et disons jusqu'à 4000-4500 mètres. La première chose à retenir aussi, c'est qu'il y a d'énormes différences interindividuelles. Sébastien les a présentées pour ce qui est de l'acclimatation à la chaleur. C'est peut-être encore plus vrai pour ce qui est de l'acclimatation et des réponses à l'hypoxie. Donc lorsqu'on parle d'altitude, on parle de pression barométrique. Et vous avez ici 760 mm de mercure qui est la pression barométrique au niveau de la mer. Donc cette baisse de la pression barométrique va induire une baisse de la pression en oxygène dans le milieu ambiant et de la pression inspirée PiO2. Et cette valeur de 150 mm de mercure au niveau de la pression en oxygène dans l'air ambiant, elle va diminuer uniquement sous l'effet de la diminution de la pression barométrique. Même au sommet de l'Everest, nous avons toujours 20,93% d'oxygène. Et c'est ce qu'on appelle l'hypoxie hypobare, c'est-à-dire que la baisse de la pression en O2 est uniquement dépendante de la baisse de la pression barométrique. À partir de là, il va y avoir une altération de la cascade de l'oxygène et cette baisse de la pression en O2 dans l'air ambiant va se traduire par une hypoxémie, une baisse de la pression artérielle en O2. Là encore, si vous devez retenir qu'un chiffre, c'est 100 mm de mercure au niveau de la mer. Et donc, vous voyez aussi que l'écart entre la pression en O2 dans l'air ambiant et la pression artérielle n'est pas constant. Donc, aux différents étages, il va y avoir des mécanismes adaptatifs qui vont viser à compenser cette difficulté par l'organisme à pouvoir utiliser l'oxygène. Alors, lorsqu'on parle d'altitude, on pense uniquement aux voies métaboliques liées à l'oxygène. On a un moyen indirect de mesurer le contenu artériel en O2, c'est la saturation, donc avec par exemple un oxymètre que l'on peut avoir au bout du doigt ou à l'oreille. Et là, les valeurs au niveau de l'oxymètre, c'est 98%, 98% au niveau de la mer, ça veut dire que 98% de l'oxygène transporté dans votre sang se fixe sur l'hémoglobine. Il y a une quantité négligeable d'oxygène qui peut être dissous au niveau du plasma. Donc ça met tout de suite en évidence le fait que si vous voulez améliorer le transport de l'oxygène, vous devez améliorer la masse totale en hémoglobine. Et ça pour les sportifs d'endurance. Mais on oublie aussi que l'altitude induit des réponses ventilatoires. Dès que je rentre dans une chambre hypoxique, j'hyperventile, je rejette du CO2 et dès lors je crée une hypocapnie. Je baisse la concentration en CO2 de mon sang, je change l'équilibre acido-basique et je vais avoir besoin, pour rééquilibrer, de rejeter des bicarbonates. C'est ce qu'on va appeler la crise diurétique, on va rejeter des bicarbonates par voie urinaire et c'est ce qui explique aussi que dans les premiers jours
d'un stage en altitude, on ne recommande pas de faire des efforts lactiques, puisque le pouvoir tampon va être, d'une manière aiguë, diminué. Et si je reviens sur la CO2, c'est qu'on sait que cette hypocapnie, elle va avoir de très fortes conséquences sur notre oxygénation cérébrale. Lorsque j'ai une baisse de la capnie liée à l'hyperventilation, je vais affecter la quantité de sang qui arrive au cerveau et donc je vais impacter mes fonctions cognitives. La perfusion et l'oxygénation cérébrale vont être extrêmement dépendantes de la PaCO2. Donc arrêtons de penser à l'hypoxie uniquement comme étant dépendante des voies liées à l'oxygène. Il y a aussi la capnie qui a un effet très très important. Donc lorsqu'on parle d'altitude, vous l'avez compris, on va parler d'altitude réelle avec une baisse de la pression barométrique. On a aussi des chambres hypobares. Alors pour dire vrai, il n'y a pratiquement plus que les services médicaux des différentes armées de l'air qui ont des chambres hypobares. Il y en avait une à Bretigny, elle a été démontée. Là je vous ai mis une photo de la chambre hypobare avec laquelle nous travaillons avec l'armée suisse. Mais vous avez ensuite tout ce qui correspond à l'hypoxie normobare. L'hypoxie normobare, c'est on ne modifie pas la pression barométrique, on se contente simplement de changer la concentration en oxygène, soit en réduisant la quantité d'oxygène qui arrive dans une salle, c'est exactement le mécanisme dans la salle ici à Marcoussis, c'est le mécanisme d'extraction d'oxygène, soit en augmentant la quantité d'azote, c'est par exemple ce que vous allez pouvoir obtenir en utilisant un altitraîneur. Au bout du compte, on a exactement le même résultat, une baisse de la concentration, et l'on va donc avoir une baisse de la pression inspirée en oxygène et une hypoxémie, une baisse de la saturation. Alors une des questions qui nous préoccupe, je n'ai pas le temps de développer, c'est est-ce que hypoxie hypobare, hypoxie altitude réelle et hypoxie normobare ont exactement les mêmes effets? Pas tout à fait. Néanmoins, en ayant fait des travaux avec Laurent Schmitt sur Prémanon, on s'est rendu compte que pour ce qui est de l'érythropoïèse et de l'augmentation de la masse en hémoglobine, c'était sensiblement égal. Il n'y a pas de réel bénéfice d'aller dormir en altitude réelle par rapport à utiliser des chambres hypoxiques. Et deuxièmement, par rapport au gain de performance, c'est aussi sensiblement égal. Mais néanmoins, il y a quand même tout un tas de différences subtiles. Je vous renvoie à un crosstalk dans le journal Physiologie. Alors, évidemment, pour ce qui est de l'altitude, on pense au sport d'endurance. Et vous avez ici les trois grandes familles liées à l'entraînement en altitude. Live high, train high. Je vis et je m'entraîne en altitude. Je vais faire 3-4 semaines à Font-Romeu. Live high, train low. Je vis en altitude. Je m'entraîne plus bas, pas nécessairement au niveau de la plaine plus bas. Et ensuite, ce qui correspond aux possibilités ici sur Marcoussis, live low, train high, c'est-à-dire je dors dans des conditions tout à fait normales et je vais uniquement m'entraîner en hypoxie. Et la plupart de ces méthodes-là sont en hypoxie normobare, c'est-à-dire en utilisant des chambres hypoxiques ou autres. Donc dans les années 60, par rapport à Mexico en 68, les premiers travaux ont eu lieu sur la méthode Live High, Train High, donc c'est historiquement la plus ancienne, mais c'est peut-être une des méthodes les moins connues. Ensuite, il y a eu un papier, je vous le présenterai en détail, dans les années 90 par le professeur Ben Levin, qui a finalement postulé que lorsque je dormais en altitude, je pouvais enclencher les mécanismes d'érythropoïèse, mais que si je m'entraînais plus bas, j'avais une qualité d'entraînement meilleure et donc globalement, j'allais avoir des gains de performance qui étaient améliorés. Et ça, vous pouvez le faire ou bien en utilisant des méthodes terrestres, c'est-à-dire que vous prenez votre voiture pour vous entraîner dans la vallée ou vous prenez un télécabine pour vous entraîner dans la vallée, ou bien en utilisant des méthodes artificielles, on rajoute de l'azote ou on utilise de l'extraction d'oxygène comme dans une tente hypoxique. Je dors en hypoxie, je m'entraîne en normoxie. Et enfin, la méthode Live Low, Train High, elle a été développée pour des raisons militaires dès la fin des années 50, en particulier pour tout ce qui est médecine de l'altitude, en URSS et ainsi de suite. Mais dans le domaine sportif, elle est liée au développement technologique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de chambre hypoxique, s'il n'y a pas de système avec des masques qui vous permettent de vous entraîner en hypoxie facilement, c'est compliqué. Et donc à partir des années 2000, on a cette profusion d'équipements
qui permet de s'entraîner. Et dès lors, on va faire de l'entraînement passif, enfin de l'exposition passive, et on va pouvoir utiliser des chambres hypoxiques, et à partir de là, on va différencier entraînement continu à basse intensité, intervalle training en hypoxie, répétition de sprint en hypoxie, et résistance training en hypoxie, c'est-à-dire musculation en hypoxie. Là, vous avez la globalité des méthodes actuellement disponibles. À ceci s'ajoute le fait que vous pouvez utiliser des méthodes dites d'hypoventilation. Et lorsqu'on cherche une hypoxie non pas systémique, mais une hypoxie locale, sur un territoire musculaire donné, vous pouvez utiliser des techniques dites d'occlusion vasculaire, ou en anglais on parle de BFR, Blood Flow Restriction. Donc on a une trousse à outils qui finalement est relativement garnie. Rappelez-vous que jusque dans les années 2000, l'altitude était envisagée uniquement pour les sports d'endurance, et donc on n'avait que le Live High, Train High et le Live High, Train Low. Tout ça a été développé beaucoup plus récemment. Donc, un exemple du BFR avec des systèmes pneumatiques ou des systèmes de type B-Strong. Alors chez les athlètes d'endurance, évidemment, ce qui compte, c'est la durée d'exposition. Live High, Train Low et Live High, Train Low and High. Et les premières questions qu'on doit se poser, quelle est l'altitude idéale? Si vous reprenez la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine, c'est-à-dire la relation entre la pression artérielle et la saturation, vous voyez qu'ici on est sur une partie relativement plate. On est au niveau des 100 mm de mercure, donc on est au niveau pulmonaire. Donc si sous l'effet de l'altitude, je réduis la pression artérielle, vous voyez que ça a un effet qui est négligeable sur ma saturation. La saturation étant un proxy du contenu artériel en oxygène. Pour que l'on puisse avoir un réel effet de la baisse de la pression artérielle, il faut être dans une partie un peu plus pentue de cette courbe. Et on considère que ça se situe à partir de 60 mm de mercure en P petit a ou 2. Ces 60 mm de mercure, pour faire les choses simplement, peu ou prou, ça correspond à des altitudes entre 2002 et 2500 mètres. Donc actuellement, il y a un consensus qui vise à dire, si vous voulez aller vous entraîner en Live High, Train High ou en Live High, Train Low, parce que la partie Live High, Train Low, le fait de dormir en altitude, c'est pour l'érythropoïèse, c'est pour les mêmes mécanismes. Idéalement, il faut essayer d'être sur ces altitudes-là, alors peu ou prou 200 ou 300 mètres selon votre expérience, selon votre sport. Alors il se trouve que lorsqu'on prend l'ensemble des centres d'entraînement à travers le monde, il y a un seul centre en Europe qui est exactement à la bonne altitude, Sierra Nevada. Vous voyez que Font-Romeu, Nicolas Bourrel est présent et un peu trop bas, 1800. Tous les centres qui ont été construits dans les années 60 par rapport à Mexico, que ce soit Colorado Springs, le centre chinois Kunming et ainsi de suite, se situent entre 1800 et 1900, sont un peu trop bas, mais il y a des solutions alternatives qui sont, par exemple, d'avoir une chambre hypoxique ou d'avoir des chambres pour dormir, y compris à Font-Romeu, ce que Nicolas est en train de mettre sur pied. Alors le mécanisme, en tout cas au tableau noir ou au tableau blanc, il est assez simple. J'ai cette baisse de la pression en oxygène dans l'air ambiant, ce qui induit cette hypoxémie. À partir de là, je vais surexprimer ce facteur qu'on appelle le Hypoxia Inducible Factor 1 alpha, qui d'un point de vue moléculaire est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre de toutes les adaptations. Si vous n'avez pas une surexpression de ce facteur-là, ça veut dire que votre stimulus hypoxique n'est pas suffisant. Pour la petite histoire, le prix Nobel de physiologie et de médecine a été attribué au professeur Greg Semenza cette année, parce que c'est le premier à avoir découvert, isolé ce facteur IF1 alpha. Et lorsque vous allez dans la littérature médicale, il y a des centaines, des milliers de publications sur IF1 alpha, pas tant par rapport à ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'altitude chez le sportif, mais parce que le IF1 alpha est impliqué dans énormément de pathologies. Un exemple, quand vous développez un cancer, les cellules cancéreuses ont besoin de sucre et d'oxygène, donc vous allez essayer de mettre en place des stratégies pour sous-exprimer le IF1 alpha. Si vous êtes anémié, à l'inverse, vous avez intérêt de booster l'érythropoïèse et vous allez avoir tendance à surexprimer le IF1 alpha. Donc c'est
un facteur absolument clé qui a valu le prix Nobel à nos collègues. Donc ce IF1-alpha, il va cibler, alors maintenant on en est à 250 ou 300 gènes. Un des plus connus, c'est l'érythropoïétine. Donc ça se traduit par une augmentation de la production endogène d'érythropoïétine par le rein, qui va ensuite favoriser la production d'érythrocytes par la moelle osseuse. Ces jeunes globules rouges devenant matures, ça va se traduire par une augmentation de la masse totale en hémoglobine. Est-ce que vous savez, pour un individu non spécialiste d'endurance de 70 kg, quelle est la quantité d'hémoglobine dans son sang, dans son corps? Ne parlez pas tous en même temps. Donc ça va se situer autour de 700-800 grammes. 700-800 grammes, donc on va se situer, ça va être ici, vous voyez, sur quelqu'un de moyen, quelqu'un qui aura une VO2 autour de 4 litres minute. Et chez les champions, qui vont avoir une VO2 le double, ils vont avoir jusqu'à 1,5 kg d'hémoglobine dans leur corps. Et vous voyez qu'il y a une relation très forte entre la quantité d'hémoglobine et votre capacité de transporter et d'utiliser l'oxygène, votre VO2 max. Donc évidemment, quand j'augmente ma masse en hémoglobine, il y a de fortes chances que j'augmente aussi VO2 max. Et enfin, VO2 max est un des facteurs, c'est peut-être pas le plus important, mais c'est un des facteurs qui permet d'expliquer la performance en endurance. Donc là encore, des choses assez simples. Plus vous passez de temps aux bonnes altitudes, c'est-à-dire peu ou prou entre 2003 et 2500 mètres, plus vous allez augmenter votre masse en hémoglobine. Un chiffre très simple à retenir, 1% pour 100 heures d'exposition. Que ce soit 100 heures de Live High Train Low, c'est-à-dire là vous allez faire 14-16 heures par jour, ou que ça soit 100 heures, 24 heures par jour de Live High Train High. Et on voit donc que cette notion de dose hypoxique, de temps passé en hypoxique est absolument clé. On a une relation si je prends les études qui regroupent la famille ABC, j'ai une relation quasi linéaire. On peut aussi exprimer la dose hypoxique en heures passées à une altitude équivalente à 1000 mètres. C'est-à-dire qu'évidemment, 1 heure à 2000 mètres n'a pas le même effet sur l'érythropoïèse qu'une heure à 1000 mètres. Et donc, des collègues australiens de l'Australian Institute of Sport ont proposé ce matrix qui est de dire on ramène tout à une altitude théorique de 1000 mètres. Donc c'est des heures à une altitude de 1000 mètres, ce qu'ils ont appelé des kilomètres-heure. Et vous voyez qu'on a une relation qui, en tout cas, jusqu'à des doses hypoxiques très importantes, est quasiment linéaire. Alors les choses à prendre en compte quand on va en altitude, il y a énormément de side effects. Il y a d'abord les mécanismes de la déshydratation, la désaturation, il y a une vraie augmentation du risque infectieux, on y reviendra. Contrôler les intensités, contrôler la récupération, la qualité du sommeil, monitorer la fatigue et prendre en compte l'acclimatation ventilatoire. Alors pour ça, je vais le faire très vite, on a un certain nombre d'outils. Pour la déshydratation, nous recommandons l'utilisation du réfractomètre. Si vous ne l'avez pas, de façon à mesurer la gravité spécifique de l'urine, vous pouvez utiliser la bioimpédance, simplement quantifier les prises hydriques ou simplement les variations de masse corporelle le matin. Différents outils, mais c'est clé quand vous allez en altitude. C'est peut-être la première chose à monitorer, c'est le fait que vos athlètes ne se déshydratent pas. Parce que là encore, j'en reviens sur les mécanismes d'acclimatation ventilatoire. Quand je vais en altitude, j'hyperventile. J'hyperventile pour maintenir la pression au niveau alvéolaire, comme quand je pompe dans un ballon. Dès lors que j'hyperventile, je rejette du CO2, on l'a vu, mais je rejette aussi énormément de vapeur d'eau. Donc je vais avoir une déshydratation qui va être accrue par des pertes ventilatoires, mais aussi par le fait que j'ai la fameuse crise diurétique, le fait que j'ai besoin de rejeter des bicarbonates. La désaturation, l'oxymètre, les infections, donc la supplémentation. Attention, on considère qu'on ne recommande pas de prendre des antioxydants dans la phase d'acclimatation. On ne recommande pas de prendre de la vitamine C en quantité trop importante dans la phase d'acclimatation. Monitorer les intensités, bon ben ça vous savez faire, selon les sports, vous allez utiliser le GPS, les power meters, et ainsi de suite. La récupération des questionnaires, la fatigue, on va utiliser des sensations subjectives et on est des grands fans, je pense que Laurent,
Schmitt vous en parlera en détail cet après-midi de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et pour ce qui est de l'acclimatation ventilatoire, donc le message, pas d'antioxydants. Différents outils, ça on va passer. Et donc, pour revenir à cette question de qui utilise l'hypoxie à l'altitude dans les sports d'endurance, on peut quasiment dire la quasi-totalité des athlètes élites dans les sports d'endurance. Vous avez les Brownlee à Saint-Moritz, les cyclistes, Fourcade et ainsi de suite, ils utilisent tous l'altitude. Et une étude qui a été faite dans le sport britannique sur tous les coureurs de fond avant Londres 2012, vous voyez que ça se lit dans ce sens-là. Quand c'est en blanc, ça veut dire que les athlètes utilisent la méthode. La plupart, la quasi-totalité des athlètes utilisent l'altitude réelle, vivre et s'entraîner en altitude réelle, un petit peu moins les méthodes simulées. Et donc, quand on interroge des athlètes élites, ils nous disent, nous on croit à 95% que l'altitude est quelque chose d'important. Et si on prend un exemple emblématique, Paula Radcliffe, on l'a interrogée pour un de nos livres. Paula Radcliffe, elle nous dit, certes, vos histoires d'érythropoïèse, c'est bien gentil, mais moi surtout, c'est un moyen indirect de pouvoir rendre mon entraînement plus difficile. Et donc, c'est créer des adaptations sans être obligé d'augmenter le risque de blessure, par exemple, en ayant des vitesses plus importantes. Elle nous dit, l'entraînement est plus difficile, je suis sur un bloc d'entraînement très dur avec des bénéfices. À partir de là, on est persuadé qu'il y a très très peu d'athlètes dans les sports d'endurance qui n'utilisent pas une des méthodes, pas nécessairement le Levi Train High ou le Levi Train Low. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont des chambres hypoxiques à la maison et qui les utilisent régulièrement. Alors, quelle est la baisse de l'intensité que lorsque vous êtes en altitude? Un chiffre à retenir en moyenne autour de 7% par 1000 mètres. Vous avez une relation pour chaque 1000 mètres d'altitude. Pour une performance au niveau de la mer, vous allez dégrader, disons, entre 6 et 8%. Lorsque je suis pendant un stage en altitude, là on est sur des altitudes autour de 2500 mètres, si vous faites le calcul, je vais avoir une baisse qui va être là de 15-16% en aigu. Je monte en altitude, et ensuite, au cours des 3 semaines où l'on est pendant le stage en altitude, on ne va jamais revenir au niveau initial. Donc les mécanismes d'acclimatation à la chaleur que nous a proposé Sébastien, on a une récupération, mais qui n'est jamais complète, à la différence de ce qu'on a pu voir avant. Donc on va pouvoir reprendre 5-6% sur la durée du stage. Alors un exemple, là encore emblématique, d'une utilisation extrême de l'altitude. C'est un travail qu'on a fait avec Kilian Jornet. Kilian qui a battu les records sur l'Everest. Donc il a fait à la fois je dors en altitude, à la fois je m'entraîne en altitude, et ça lui a permis, donc tout ça c'est en altitude simulée, en hypoxie normobar, ça lui a permis ensuite d'être l'athlète qui est monté à 8000 mètres le plus rapidement après son arrivée en Himalaya, qu'à la vitesse ascensionnelle qui a la vitesse ascensionnelle la plus élevée mesurée au-dessus de 6000 mètres, 350 mètres/heure de vitesse ascensionnelle, et qui a le record depuis le monastère de Rongjuk. Donc là encore, un exemple extrême qui montre que lorsqu'on utilise l'ensemble des outils à notre disposition, on peut avoir des effets positifs. Bon là, ça fait sens parce que c'est en altitude. Donc, pour finir sur les athlètes en endurance, je tenais à vous présenter le papier Live High Train Low de Ben Levin. Ce papier a changé la façon dont on s'entraîne en endurance. Dans l'histoire des relations entre la science et le sport, c'est un des premiers exemples où l'innovation est venue du côté scientifique. Ben s'est dit, si je dors en altitude, je crée une érythropoïèse qui est suffisante et j'ai une qualité d'entraînement qui est meilleure si je m'entraîne plus bas. Et pour revenir ensuite à des positions de consensus sous couvert du CIO, il a été admis que chez les athlètes d'endurance, le Live High Train Low, très généralement, chez la quasi-totalité des athlètes, améliore la performance aérobie. Donc ça, j'allais presque dire, c'est de l'histoire ancienne. J'aurais pu vous faire la même présentation 10 ans en arrière. Donc il me reste 5 minutes pour vous parler des innovations au cours des 10 dernières années. Dans les sports intermittents,
Donc ce que j'appelle sport intermittent, c'est évidemment sport collectif, rugby, football, mais c'est aussi sport de raquette, tennis et sport de combat. C'est tous les sports où vous avez une succession d'efforts à très haute intensité avec des périodes de récupération. Donc ça concerne essentiellement cette grande famille du Live Low Train High et ça va correspondre essentiellement à ce qu'on a appelé la répétition de sprint en hypoxie. Et là encore, on peut très facilement dater cette innovation dans le domaine de l'altitude, puisqu'il s'agit d'un papier que notre groupe avons publié en 2013, vous voyez, c'est pas vieux, ça date d'il y a 7 ans, où on a donc montré que le fait de faire des exercices répétés à très haute intensité en altitude pouvait induire des bénéfices, cette fois-ci non pas au niveau hématologique, parce que les durées d'exposition sont trop courtes, on n'atteint jamais 100 heures d'exposition quand on fait de la répétition de sprint, donc le 1% dont je vous parle, vous l'oubliez, mais si bénéfices il y a, ils vont être au niveau musculaire. Alors on a fait une étude où on avait 50 cyclistes qui faisaient des sprints à 3000 mètres. Vous voyez, la durée de la séance, elle est extrêmement courte. Au départ, c'était 3 séries de 5 sprints, 10 secondes de sprint, 20 secondes de récupération, à 3000 mètres en simulé. C'est à peu près ce qui va se faire après dans les sports collectifs, dans les sports de raquette. Dans le groupe contrôle, qui fait 8 séances d'entraînement de répétition de sprint, mais en normoxie. Avant, en blanc, la puissance sur chacun des sprints. Donc on fait un test jusqu'à épuisement. Vous voyez qu'après le bloc d'entraînement, à chaque sprint, je suis un peu plus puissant. Évidemment, quand je fais de la répétition de sprint, j'améliore ce qu'on appelle en anglais « repeated sprint ability », ma capacité à répéter des sprints. Jusque-là, rien de neuf sous le soleil. Mais vous voyez que j'arrive sur le même niveau d'épuisement. En l'occurrence, c'était 70% de la performance initiale, avec le même nombre de sprints. Je suis simplement plus puissant sur chacun des sprints. Mais ma résistance à la fatigue intermittente n'est pas améliorée. La différence avec notre groupe hypoxique, donc sur un test de répétition de sprint en normoxie, dans le groupe qui a fait les 8 séances de répétition de sprint en hypoxie, vous me suivez? Ben vous avez l'amélioration de la puissance sur chacun des sprints, mais au-delà de ça, pour le même niveau de fatigue, on a un nombre de sprints qui est accru. Donc on est capable de mieux résister très spécifiquement à ce type de fatigue. Alors je vous la fais courte, on a mesuré est-ce que ça améliore VO2 max? Non. Est-ce que ça améliore la capacité lactique? Non. Est-ce que ça dégrade votre explosivité ou votre vitesse de sprint? Non. Le seul élément bénéfique lié à ce RSH, c'est cette capacité à davantage répéter de sprint. On a aussi fait des biopsies et on a pu mettre en évidence que les adaptations au niveau du muscle n'étaient pas des adaptations telles qu'on pouvait les imaginer liées à l'altitude. Lorsqu'on s'intéresse à l'entraînement en altitude, en général, on attend qu'au niveau musculaire, on améliore les capacités oxydatives. Là, en l'occurrence, vous voyez que certains facteurs sont améliorés, mais d'autres facteurs sont dégradés au niveau mitochondrial. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est de mesurer les niveaux de désoxygénation et de réoxygénation pendant les sprints au cours de votre séance. Ça, il faut le lire comme ça. Lorsque je sprint, par exemple, ma désoxyhémoglobine, qui traduit un niveau de désoxygénation du muscle, va augmenter. Pendant la récupération, je vais réoxygéner. Et lorsqu'on s'intéresse à l'amplitude sur les phases de sprint, ben vous voyez que les effets dans le groupe hypoxie, donc c'est les triangles blancs avant le cycle d'entraînement, après le cycle d'entraînement, on a un effet qui est très très élevé, bien plus élevé que dans le groupe avec les ronds, qui est le groupe normoxie. En d'autres termes, l'amplitude des désoxygénations, réoxygénations post-RSH sont majorées. Et ça peut se traduire par le fait qu'on va faire plus de sprints jusqu'à l'épuisement. Donc, on a fait ça dans différents types d'activités. Je vous mets juste une petite vidéo pour du ski de fond. Pourquoi est-ce qu'on a fait du ski de fond? Parce qu'on a plus de fibres rapides sur le haut du corps en général que sur le bas du corps. Et donc, on s'est dit, si on refait le même type d'entraînement RSH sur le haut du corps, on aura des gains qui seront majorés. Et c'est exactement ce qu'on a obtenu. Post-RSH dans le groupe normoxie, on augmente la puissance.
Post-RSH sur le haut du corps, hein, vous avez vu, c'est du double pulling. On augmente la puissance dans les mêmes proportions et j'augmente encore le nombre de springs jusqu'à l'épuisement. Alors, quels sont les mécanismes? Toujours liés à ces amplitudes d'oxygénation-réoxygénation, on a des effets encore plus prononcés sur le haut du corps. Et les mécanismes, vous les avez sous les yeux. D'abord, première chose, effectivement, j'améliore ma performance de sprint répété. J'ai les adaptations moléculaires, j'améliore la perfusion et l'oxygénation du muscle. Ceci n'a d'intérêt que si je recrute des fibres rapides. Donc, si je fais du sprint. Pourquoi est-ce que c'est intéressant sur des fibres rapides? Parce qu'on sait que les fibres rapides ont une capacité d'extraction de l'oxygène qui est moins bonne. Lorsque je perfuse mieux mon muscle, je vais avoir un impact sur mes fibres rapides qui sera majoré. Au-delà de ça, il a été montré que ce mécanisme de vasodilatation compensatrice, puisque j'ai moins d'oxygène au niveau du sang, je vais ouvrir mon lit capillaire, de façon à pouvoir continuer à diffuser de l'oxygène vers le muscle. Cette vasodilatation compensatrice, il a été montré que plus l'intensité de l'exercice est importante, plus ce mécanisme est important. Donc vous comprenez bien qu'on a deux raisons de recommander de faire de l'exercice à très très haute intensité. Parce que vous allez impacter les fibres rapides, et deuxièmement, parce que vous aurez une vasodilatation qui sera majorée. Et je vais terminer simplement, parce qu'on me fait signe de m'arrêter, en disant qu'avec Franck, Olivier, Raphaël, on a mené un certain nombre de travaux là, depuis 6-7 ans, et Franck a publié une méta-analyse qui montre que globalement, sur 9 papiers, on a vraiment une amélioration significative de la performance sur la répétition de sprint pour les différents mécanismes que je vous ai montrés. Et on va passer la vidéo. Et je vous invite à aller lire cette revue de littérature. Donc depuis 2013, c'est pas si vieux, il y a maintenant 25 publications sur le RSH. Donc c'est un peu notre bébé, on est assez fiers. 25 publications. Sur les 25 publications, que ce soit dans les sports collectifs, dans les sports d'endurance, dans les sports de raquettes ou dans les sports de combat, 2 études n'ont pas montré d'effet additionnel. Aucune étude n'a montré un effet délétère. Aucune étude n'a montré que quand vous faites du RSH, vous dégradez votre performance. 2 études ont montré qu'il n'y avait pas d'effet supplémentaire au groupe qui faisait les sprints en normoxy. 23 études ont montré qu'il y avait un effet positif. Et donc, on va s'arrêter là-dessus. Franck vous présentera cet après-midi la possibilité de combiner le Live High, Train Low et le RSH, donc ce qui sera le Live High, Train Low and High. Et puis, on peut discuter pour ceux qui sont intéressés, sachant que ce travail-là, on l'avait mis en œuvre dès les années 2012 avec l'équipe du Pays de Galles en rugby. Puisque j'ai eu la chance de collaborer avec eux jusqu'en 2015, avec des résultats assez intéressants en termes de préparation physique avec l'équipe 1 du Pays de Galles. Merci et 1000 excuses pour être un peu long.